Vous êtes sur Africa 24. Merci de votre fidélité à nos programmes. Aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons un invité qui nous vient du Bénin, ancien ministre d'État chargé de la défense de son pays. Il est aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle. Monsieur Issoufou Kogui Ndourou est notre invité. Merci de nous recevoir dans cette émission. Merci à vous. Alors, comment se porte votre pays, le Bénin, aujourd'hui? Il se porte très bien. Il est dans la fièvre de l'élection présidentielle, comme vous pouvez le constater, dans les rues, dans les chaînes de télévision. Je suis très étonné parce que vous êtes le seul invité à me dire que le pays se porte très bien. Il se porte très bien. Vous voyez, vous êtes réaliste ou bien vous avez envie de caresser les Béninois dans le sens des poils? Pas du tout, il n'y a aucune crise particulière à mon avis. Je crois que c'est notre manière de vivre aussi au Bénin. Parce que la plupart des Béninois disent que la situation est catastrophique. Oui. Vous savez, on est des râleurs, c'est connu ça. On n'est jamais satisfait, mais c'est aussi ça le Bénin. C'est aussi ça le Bénin, il faut le connaître, le comprendre. Moi je pense que on est dans notre dimension réelle, naturelle. Vous ne vivez pas les mêmes réalités que vos compatriotes? Je les vis, je vois de quoi vous voulez parler. Bon, les réalités de tous les jours, quotidiennes, c'est difficile pour tout le monde, même pour moi qui vous parle. Mais ça, c'est autre chose. On dit que les indicateurs économiques ne sont pas verts. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est une réalité. C'est une réalité, mais n'oubliez pas que nous sommes dans une période électorale et que tout le monde attend, tout le monde est attentif. Les investisseurs, les opérateurs économiques, qu'est-ce qui va se passer? Personne ne sait. Bon, il y a cette attente, cette attitude qui peut paraître un peu difficile, mais je pense que les Béninois, vous les voyez circuler, aller vaquer à leurs affaires quotidiennement, hein, c'est comme ça. Mais dans leur tête, ils savent qui ils vont choisir d'ici là. Certains observateurs avertis estiment que pour savoir où est-ce qu'on ira, il faut savoir déjà où est-ce qu'on en est. Et cela m'amène à vous demander quel bilan faites-vous des 10 dernières années qu'on a passées? Oui, j'en prends ma part de responsabilité. Je vois où vous voulez venir. Ah non, je vais aller nulle part. Je pose juste une petite question. Peut-être une autre question derrière. Je vois où vous voulez en venir les 10 années, puisque dans les 10 ans, j'ai fait 8 ans. Au gouvernement. Donc le bilan de 10 ans, c'est votre bilan en quelque sorte. Mais je pense qu'à ce niveau, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites du point de vue des infrastructures, même s'il reste encore beaucoup à faire. Dans le domaine des routes, il y a un effort énorme qui a été fait, quand même, il faut le reconnaître. Sur le plan social, il y a un effort qui est fait au niveau des salaires. Je crois l'avoir dit en 2009 quand vous m'avez déjà reçu sur votre plateau à Paris. Oui. Mais il y a un problème qui est clair. Nous n'avons pas trop réussi au niveau de l'énergie. Je crois que depuis les 10 ans, on n'a pas pu mettre 1 mégawatt de plus. Vous voyez, les délestages sont revenus. C'est très grave quand même, non? C'est pas grave. C'est peut-être qu'on n'a pas su prendre la mesure des choses à un moment donné. Il y a eu des projets qui n'ont pas abouti. Et si ces projets avaient abouti, je fais allusion à Maria Gleta, si ces projets avaient abouti, certainement qu'on n'en serait pas là. Donc je crois que il y a eu des erreurs d'aiguillage, il faut les prendre comme ça. Il y a eu des erreurs de gestion. Mais dans d'autres secteurs aussi, ce n'est pas très réjouissant. Lesquels? Sur le plan agricole, vous avez plusieurs années promis faire, c'est pas 600 000 tonnes. À peine vous arrivez à faire la moitié. Vous savez bien l'actualité ces 3-4 dernières années. Vous avez bien vu ce qui s'est passé au niveau de la filière coton avec un des opérateurs économiques. Bon, écoutez, ça fait partie des erreurs de gestion du pays. Et là, il faut en tenir compte. Et nous avons quand même réussi à faire les 400 et 400 000 tonnes de coton. C'est vrai que ces dernières années... C'est un grand exploit, hein? C'est vrai. Mais quand les Béninois critiquent Boni Yayi, comment est-ce que vous vous sentez? Oui, ça me fait un peu mal. Parce que je crois qu'en matière de gestion des hommes, nous sommes passés à côté. Pour ne pas dire qu'il est passé à côté. Je crois que c'est là où il y a le véritable problème. Je crois qu'il n'a pas su déléguer à certains moments donnés, je peux le dire. Et ça fait qu'il est en première ligne. Lorsqu'on est en première ligne en tout, on reçoit les critiques. C'est normal. Ça, c'est un risque qu'il a pris. Et je crois qu'il a les conséquences de ce risque-là. Est-ce que vous êtes solidaire quand même de ce bilan en disant, je le revendique en quelque sorte, en disant, oui, on a échoué peut-être, j'ai échoué aussi, ou on a réussi, oui, cette réussite, elle est mienne aussi. On n'a pas échoué, tout n'est pas mal. Tout n'a pas été mal fait, non. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la critique majeure qu'on pourrait porter à ce régime-là, c'est la gestion des hommes. Les valeurs sont là. On n'a pas su les utiliser, ou bien on les a mal utilisées. Sinon, du point de vue des projets, des programmes, je crois que
Vous voyez, notre gouvernement, il y avait là-dedans des militants, il y avait des politiques, il y avait aussi des techniciens. Vous comprenez? C'était quand même un gouvernement assez solide, à mon avis, à ses débuts. Mais au fur et à mesure des remaniements, tout a commencé à baisser. Puis on a commencé à glisser. C'est les conséquences que vous observez là. Et je crois que dans tous les pays, il y a toujours un noyau dans un gouvernement qui doit rester. Regardez le gouvernement qui est là aujourd'hui. Aucun des premiers hommes qui ont participé à l'aventure n'est là. Ça pose problème. Qui a la mémoire? Certains, quand même, qui arrivent à faire la part des choses, reconnaissent quand même le talent de bon négociateur que vous avez, le fait que vous jouez souvent aux pompiers, quand même devant des affaires qui auraient pu exploser. Et après votre départ, on s'est demandé, mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi est-ce que vous avez lâché le frère? Je n'ai pas lâché le frère. Je crois que le frère m'a fait confiance. Et quand vous avez la confiance, vous pouvez faire beaucoup de choses. À partir du moment, à un moment donné, la confiance est partie, il faut le dire comme telle. Donc c'était une crise de confiance. Ah, c'est ce que je constate. C'est vous qui ne lui faisiez plus confiance ou c'est lui qui ne vous faisait pas confiance? Posez-lui la question. Moi, je lui faisais toujours confiance. Je n'ai pas encore l'occasion, mais j'ai la chance de vous avoir en face de moi. Moi, je lui ai toujours fait confiance. La preuve, depuis que je suis sorti du gouvernement. Vous m'avez entendu parler? Je n'ai rien dit. J'ai observé. Ce qui n'est pas une bonne chose, toujours. Hein? On peut vous le reprocher. Parler, monter au créneau, attaquer... Mais dire tout au moins la vérité au peuple béninois. Il a fait son expérience tout seul, sans ceux qui l'ont amené au gouvernement, sans ceux qui l'ont amené au pouvoir. Il a fait son expérience. Je crois qu'il doit en tirer les leçons. Vous savez, c'est une équipe qui travaille. Dans tout régime, c'est des équipes. Ce n'est pas un individu seul qui peut gérer un pays. Ce n'est jamais vu au monde. Même le plus grand pays au monde, là, les États-Unis. Vous voyez bien, Obama, c'est une équipe, même si c'est lui qui doit parler seul de temps en temps. Alors, à partir du moment où cette équipe est disloquée, ceux qui étaient à la base des fondamentaux de cette équipe sont partis. Je crois que le constat que vous avez fait, beaucoup l'ont fait aussi. Bon, je ne suis pas irremplaçable, hein, vous avez bien vu. Mais je suis heureux de constater que beaucoup ont pu constater qu'après mon départ, les choses n'ont pas été. Mais certains pleurent encore ce tandem Boni Yayi, Issoufou Kogin Doro. J'ai pris du recul. Parce que la responsabilité est trop lourde à apporter, c'est ça? Non, pour réfléchir, pour voir ce qu'il faut faire, parce que je savais que c'était fini là. Tout ce qu'on a mis en place, j'espère qu'on abordera cette question tout à l'heure. Je ne suivais plus le chemin pour lequel on est venu. Bon, je n'avais plus rien à dire à ce niveau. Et dans ce calme, que certains ont qualifié de calme avant la tempête, subitement on voit Issoufou Kogin Doro candidat à l'élection présidentielle. On a travaillé 10 ans, on sait ce qu'on doit faire. Tout ce temps-là pour pouvoir préparer. Oui, mais c'est les réalités de la vie. Beaucoup de regrets, non? Un peu. Oui, quand même. Mais non, parce que j'ai quand même appris. Si je n'avais pas appris, je ne serais pas encore en lice là. Parce que tout ce que j'ai appris, je veux le redonner aux Béninois. Monsieur Issoufou Kogin Doro, on va poursuivre cette émission et parler de l'actualité préélectorale et qui est marquée quand même par l'absence remarquable de grandes figures de politique traditionnelle au profit d'opérateurs économiques qui ont pris possession royalement de l'échiquier politique aujourd'hui. Est-ce une bonne nouvelle pour la démocratie? Mais lorsque vous parlez de grandes figures, je ne sais pas à qui ou à quoi vous faites allusion. Les grandes figures connues au Bénin hier encore ont dépassé l'âge. Sauf qu'ils jouent le second rôle désormais. Ils ont dépassé l'âge. Vous n'allez pas refuser ça là non plus. Le président Moussou, le président Ngbeji, tout cela, vous ne pouvez plus le voir. C'est aussi ça la vitalité de la démocratie béninoise. Vous parlez de vitalité pendant que certains parlent d'échec carrément. Mais non, pourquoi? Quelle crise particulière Puisqu'ils n'ont pas, c'est vrai, constitutionnellement, voilà. Ils ne peuvent plus être candidats, mais leur formation politique aussi n'ont pas peu produit quand même des personnes de relève. Écoutez, les formations politiques au Bénin, c'est peut-être pour les élections municipales et législatives. Au niveau des présidentielles, c'est le rapport entre un citoyen et un peuple, entre un homme et son peuple. C'est différent. Vous voyez, je ne sais pas s'il y a un parti qui a un ancrage sérieux dans la population ou dans l'électorat actuellement au Bénin depuis. Et c'est là, vous me permettez le problème. J'ai eu à le poser à mes aînés, à Moussou, Ngbeji et autres, pour dire justement, il est temps que dans ce pays-là, on ait au moins 2 à 3 grands ensembles. Un parti de gauche, un parti de droite, un parti de centre. Est-ce que vous avez été compris? En tout cas,
Je crois qu'ils sont en train de voir. De par le résultat, on peut dire Ils sont en train de voir. Mm. Si j'avais été compris, on n'en serait pas là, on n'aurait pas 37, 38 candidats. Mais à cette allure, on aurait pu dissoudre tous les partis politiques. Hein? En tout cas, c'est pas loin. Mm. C'est pas loin parce que finalement, vous voyez ce qui se passe. On ne les sent pas effectivement, ces partis politiques. On ne les sent pas du tout. Bon, on voit des ralliements. Je crois qu'un parti est fait pour conquérir le pouvoir. Mais on a constaté que c'est les individus pris individuellement qui arrivent à la conquête du pouvoir au Bénin. Ça a été comme ça de tout le temps, parce que justement, on n'a pas été capable, mes aînés et nous, de mettre en place les fondements solides pour avoir des partis dignes de ce nom. Pourtant, ce n'est pas des militants qui ont manqué dans ce pays. Il y en a qui ont été à la FIANF, à l'UGN, au FACEN. Moi qui vous parle, je faisais partie du FACEN et de l'UDS aujourd'hui. Monsieur Issoufou Kogin-Douro, merci. Ce n'est pas fini. Hein. On va poursuivre sur la lancée de votre candidature est réelle. Mais avant, nous allons marquer une petite pause, chers téléspectateurs. Ne partez surtout pas, on vous revient dans quelques instants. Merci.